auxquelles ils répondront de façon un petit peu anarchique. Et Gilles Babinet, juste, je m'assois là à côté d'un des élus locaux, il y en a 550 000 en France. Vous leur dites quoi, ces élus locaux, par rapport à votre philosophie sur l'action économique qu'ils peuvent avoir selon leurs compétences, leurs désirs, leurs sensibilités? Alors, d'abord, je dis quelque chose que j'ai omis de faire, c'est de remercier Yves Rome pour avoir organisé ça. Je voudrais dire quelque chose, c'est que les élus qui sont sensibles à la chose numérique sont rares. Et c'est tout à fait malheureux. On ne doit que d'autant plus féliciter ceux qui le font. On pourrait faire un classement des nations en fonction du... Je l'ai fait. Et la France est combienième en fonction de ses grands élus? Je n'ai pas fait un classement des nations, mais j'ai fait un comparatif avec le Parlement du Royaume-Uni. C'est tragique. C'est tragique parce que vous avez, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que vous avez 5 groupes de travail sur les enjeux numériques. Vous en avez un sur les réseaux sociaux, vous en avez un sur la modernisation de l'État. En France ou... Non, au Royaume-Uni. D'accord. Et donc, si ils vous sont voulez, tous sur Twitter, etc. L'ensemble de ces groupes de travail représentent, je crois, près de 60 parlementaires. Donc, on en est. C'est vraiment la perception n'est pas la même. Et malheureusement, il y a un gros travail d'évangélisation que Yves fait. Je sais qu'il est très assidu, il est très attentif, et je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour le numérique. Mais il ne faut que espérer qu'il parvienne à contaminer lui aussi ses pairs aux deux chambres. Alors, on va vous proposer, bonjour madame d'abord et messieurs, vous représentez la DG6, hein, c'est cela, Pascal Faure. Donc je vais vous demander à chacun de vous présenter de façon très informelle et peut-être aussi déjà de délivrer un premier message sur cette thématique de la conversion de notre économie au sens large à travers différents programmes ou à travers des initiatives individuelles. Quelle est l'idée que vous avez envie de porter? Puis après on ira vers ce dialogue un petit peu plus déstructuré. Cécile Dubarry, c'est cela? Oui, c'est ça. Voilà, vous remplacez Pascal Faure. Voilà, je suis chef du service des technologies de l'information et de la communication au sein de la DG6, comme vous l'avez dit. Les messages, on le fait dans la foulée ou c'est... Oui, donnez-nous le pitch du point important que vous avez envie d'apporter à Compiègne. Oui, je crois que ce qui a été mis en avant par monsieur le sénateur, c'est l'aspect des usages et c'est quelque chose que les gouvernements, d'une façon générale, ont tendance parfois un peu à oublier. Plus tourner vers des aspects infrastructures très haut débit. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le plan du gouvernement, il y a une très grosse partie sur les usages, sur le développement du numérique dans l'éducation, sur la diffusion du numérique au sein des entreprises. Et c'est l'objet de cette table ronde, l'importance du numérique pour les entreprises comme facteur de compétitivité, de croissance. Et donc, vraiment, cet aspect usage qu'il ne faut pas oublier, qui est un travail de tous les jours. Merci. Donc, correction de trajectoire, comme souligné d'ailleurs par Gilles Babinet. Jacques Setton, par exemple, d'où venez-vous et quelle est voilà, l'idée forte que vous aimeriez, comme on dit en anglais, le take-away message? Quel est le message que vous aimeriez qu'on emporte de cette réunion? Très bien. Jacques Setton, je suis président d'honneur de la Chambre des métiers du numérique, qui s'appelle Sinov-IT. Sinov-IT qui s'appelait avant CICF Informatique et qui, avec la fusion de 3 SCI, a formé la nouvelle entité. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 800 membres. Nous avons l'ambition de tripler dans les 18 mois qui viennent. Et je ne reviendrai pas sur le poids, sur les chiffres du marché qu'on a vus. Gilles Babinet les a bien représentés. Je dirais que l'action que nous menons dans le cadre de cette association professionnelle, c'est au-delà de la convention collective que l'on signe, que l'on co-signe avec Syntec. Nous, notre particularité, c'est de nous adosser sur les petites structures, en commençant par les professions libérales et en étendant jusqu'à les TPE et PME, et donc de les accompagner dans leur prestation de services intellectuels. Et dernier point avant le message, nous avons beaucoup d'interactions avec les programmes gouvernementaux. Nous avons commencé en 2011 avec la filière STIC. Nous avons continué ensuite en 2012 dans le cadre du programme de transition numérique, qui je pense sera l'objet de cette table. Et nous avons également travaillé beaucoup avec la médiation, les acheteurs, en signant une charte dans le cadre des relations interprofessionnelles avec les achats. Le message avec lequel je voudrais vous laisser, et Gilles Babinet, je vais construire sur ce que vous avez dit, puisque j'ai trouvé que vous avez fait une présentation remarquable, en résumant les grands points critiques qu'il faut adresser.
Le point essentiel, c'est qu'effectivement, il y a une rupture entre l'ancienne manière de faire et la nouvelle. Le nouveau gouvernement a changé la donne en matière du numérique et l'exemple, c'est le plan de transition numérique qui, pour la première fois, fait intervenir les industriels et les consultants. Je laisserai la parole à Laurent Pontainier à côté de moi qui va parler de l'aspect industriel. Moi, je représente l'aspect consultant et vous voyez, nous sommes ici dans cette table ronde de parties prenantes. Monsieur le maire, il va se reconnaître. André Marcon, président de CCI France, donc c'est l'ensemble des CCI depuis février 2011. Et vous êtes au sein du Conseil économique, social, etc. Et vous avez rendu des avis déjà sur ces notions de haut débit, de numérisation de notre société. Que viennent porter comme information les CCI aujourd'hui à travers vous? Je suis d'abord un entrepreneur. Du tourisme. Pour avoir créé un certain nombre de sociétés dans le domaine du tourisme avant d'être maire et président de chambre de commerce et aussi membre du Conseil économique et social sur lequel j'ai travaillé sur ces technologies. Je vais dire une chose, et je me raccroche tout à fait à ce qu'a dit notre intervenant tout à l'heure, on manque de militants du numérique. Et j'aimerais avoir le même débat devant une salle surprise. Parce que j'ai bien conscience que dans les manifestations que nous faisons, ce sont les militants qui viennent. Mais nous avons beaucoup de difficultés à toucher, et moi je parlerai des chefs d'entreprise. C'est une difficulté majeure de leur faire comprendre quels sont les enjeux de demain. Deux choses sur ce qui est en train de se mettre en place. Je ne peux pas laisser passer le fait de dire deux mots quand même sur les infrastructures. Parce que le problème n'est pas résolu. Parce que le problème est peut-être résolu. Et ce que fait la Seine-et-Marne, ce qui s'est fait dans la région parisienne, ce qui est fait dans l'Oise, c'est vraiment de très bonnes initiatives. Mais le territoire français court vers la fracture. Et je suis d'un village où j'ai 512 la nuit. J'ai 512 la nuit. Et où l'opérateur téléphonique, l'opérateur historique, quand je lui demande de me garantir le débit, il me dit, je vous garantis un débit maximum de 2 mégas. Je vous garantis un débit maximum de 2 mégas. Vous voyez ce que ça veut dire quand on est dans les nouvelles technologies. Bon, ce n'est pas l'enjeu, on veut plutôt parler des usages. Ce qui est fait dans le domaine des usages et les nouvelles dispositions du gouvernement me semblent aller, moi, dans un très bon sens. Et il faut qu'on y aille tous ensemble, mais qu'on fasse avec nous des prosélytes, parce que la situation, elle a été très bien expliquée, la situation est grave. Et pour nos entreprises notamment, si nos entreprises ne prennent pas ce virage, et nos plus petites, elles seront rayées de la liste. Alors que c'est la chance des plus petites entreprises, c'est la chance du petit commerçant, c'est la chance de celui qui fait des services à la personne, c'est la chance de celui qui vit dans les territoires ruraux. Mais pour ça, il y a une véritable révolution culturelle à faire. Je ne sais pas si nous sommes aptes à la faire dans notre vieille France, où nous fonctionnons en silo avec des méthodes ancestrales. Première chose. Deuxième chose, nous sommes sur la coupe des techniciens. Et ce n'est pas les techniciens qui ont tort. Mais chaque fois que j'évoque le sujet numérique, on dit « Oh là là, lui, il connaît, c'est un technicien. » On l'écoute respectueusement. Mais non. Pour conduire une voiture, il n'y a pas besoin d'être mécanicien. Pour conduire le numérique, il n'y a pas besoin de connaître toute la technologie qui est derrière le numérique. Et par contre, il faut savoir innover. Et innover dans nos comportements, parce que justement, le numérique nous permettra demain de fonctionner de façon différente. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples à ce sujet-là. Donc, la mission que nous sommes donnés, nous, dans nos chambres de commerce, d'abord, c'est d'évangéliser l'ensemble de nos présidents et de nos élus qu'il faut aller dans ce sens-là, parce qu'ils ne sont pas tous convaincus. Ils sont comme le reste de la société, le reste des entreprises. Et ensuite, sur le terrain, non pas de faire porter les enjeux de l'usage du numérique par des techniciens du numérique, mais par des conseillers de l'entreprise qui savent que le numérique suivra de toute façon l'innovation faite par les entrepreneurs. On reprend un peu de technique avec Laurent Pontainier. Bonjour Laurent, qui êtes-vous? Bonjour, donc je suis moi-même délégué général de Transition Numérique Plus. Alors on a beaucoup de chance parce que le gouvernement effectivement et Fleur Pellerin a décidé de lancer ce programme qui s'appelle Transition Numérique et elle a eu
l'intelligence d'y associer les industriels de l'IT en France, que je représente. C'est assez nouveau et c'est plutôt positif parce qu'on n'est pas là simplement pour pousser nos solutions auprès des réseaux consulaires qui défendent le programme, mais on est aussi là pour apporter notre savoir-faire, notre expérience des usages. Et au sein d'ATN+, l'association dont je viens de parler, on regroupe aussi les très gros acteurs. On a chez nous des gens comme Google, comme Microsoft, comme Intel, que des petits éditeurs locaux qui ont voix au chapitre pour, du côté usage, expliquer effectivement comment sont perçues leurs solutions et les valoriser de façon à faire progresser globalement le programme. On va parler évidemment de ce programme de transition numérique. Laurent, vous avez appris ou vous êtes formé sur la côte ouest, à Diego, comme on dit, à San Diego, oui, notamment. effectivement. Oui. On est dans l'Oise. Vous dites la France peut très bien surfer à son tour et produire quoi? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de... D'abord, l'Internet, maintenant, c'est devenu un marché mondial. Hein, voilà, donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas moins performant. Je rejoins un petit peu l'analyse de M. Babinet sur le financement. Je pense que ce qui différencie un peu mon expérience américaine de celle que je vis en France aujourd'hui, c'est un peu le système de financement des startups, le moyen de gagner beaucoup d'argent quand on investit du temps, de l'énergie, de la créativité. On y vient en France, bien évidemment. Il y a de très très bonnes initiatives dans ce domaine. Mais moi, je pense que la France a ses chances. Il faut voir que quand on regarde un petit peu dans l'histoire de l'informatique en France, il y a de très très belles startups françaises. On a des très bons développeurs qui partent dans le monde entier, aux États-Unis notamment, développés pour d'autres compagnies. Donc on a de très très forts atouts. Un peu comme nos DJ, hein, mais on les envoie beaucoup à l'étranger. Cécile, je vais vous demander juste une petite chose, c'est de montrer l'exemple à vos voisins, c'est de retirer votre badge. Pour les photos, il paraît que c'est mieux, et vos voisins feront de même. Jacques, on a un représentant d'Atout France, bonjour. Oui, Christian Delon. Présentons-nous. Donc je suis le directeur de la stratégie et des nouvelles technologies d'Atout France. Qu'est-ce qu'Atout France? Et Atout France, c'est l'agence de développement touristique de la France, à la fois en matière de promotion, puisqu'on a 32 représentations dans le monde, mais surtout, et aujourd'hui c'est plutôt cette partie-là sur laquelle je m'appuierai, c'est l'agence de développement qui aide effectivement les territoires et les porteurs de projets, les 1200 adhérents d'Atout France, à développer l'offre touristique. Alors pourquoi le tourisme sur cette table ronde? Tout simplement parce que le tourisme est un activateur des usages numériques et que le tourisme l'est depuis très longtemps, grâce notamment aux transporteurs aériens qui ont commencé il y a une trentaine d'années à numériser leur contenu. Ça a donné les GDS et puis très rapidement les usages que vous avez tous, vous, aujourd'hui dans vos poches au travers de vos smartphones, puisque on a des usages qui vont jusqu'à l'embarquement dans les compagnies aériennes et que l'on a effectivement à peu près sur le commerce électronique dans le monde de l'ordre de 34% du commerce électronique fait par les voyages. Alors on sait la force du tourisme français, mais aussi l'absence de considération dont il souffre en France. Vous nous dites aujourd'hui le tourisme est une vitrine en termes de modernité technologique, numérique, etc. De quoi le tourisme est-il le signe? Qu'est-ce qu'il peut apprendre aux autres secteurs de l'économie selon vous? Alors, il peut apprendre deux choses. D'abord, comme le disait Gilles Babinet tout à l'heure, la transition numérique en matière de distribution a été assez rapide. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours pris conscience qu'en France, on pouvait en être des acteurs principaux. D'où la difficulté qu'on a sur l'hébergement qui, effectivement, voit partir une partie de sa marge, voire du PIB. Parce que quand on dit Expedia prend 25% de la valeur d'un hôtel, en fait, il facture l'hôtel en recettes nettes, ce qui veut dire que les 25% sont du PIB américain et pas du PIB français. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le tourisme a été un des premiers activateurs de l'activité des réseaux sociaux. Enlevez le tourisme et vous verrez, vous aurez un petit peu moins de photos qui sont postées, beaucoup moins de commentaires, à tel point que cette activité en aval hein, de la consommation touristique est devenue très importante en matière de qualification de l'offre touristique elle-même. TripAdvisor et d'autres s'en sont saisis. Et donc on est déjà très loin dans les usages. Ce qui manque maintenant, c'est l'usage pendant le voyage.
Et pendant le voyage, ça ressemble beaucoup aux usages qu'on veut proposer au fond aux habitants d'une ville. Hein, ce sont des consommateurs, les touristes, quand ils sont pendant le voyage. La seule chose et la seule différence, c'est qu'ils ont besoin de ces informations et donc ils ont une capacité à s'en saisir et à utiliser, à être les premiers utilisateurs des applications numériques de façon, j'allais dire, la plus efficace et la plus complète possible. Ce qui veut dire que les modèles économiques liés à ces applicatifs sont plus faciles à être remplis de succès si on s'adresse d'abord aux touristes avant de s'adresser aux habitants. Et c'est vrai, et c'est parfaitement vrai sur un certain nombre d'applicatifs que vous pouvez, je n'ai pas le temps de les détailler là, mais qui sont aujourd'hui déjà présents. Vous êtes en démo Cambamba, je crois, Absolument, dans la il y a galerie. 4 applicatifs qui sont présentés par Atout France. Est-ce que vous avez besoin entre vous, Gilles y compris, de mieux vous connaître? Il y a des questions que vous avez envie de vous poser avant qu'on ne parle de cette transition numérique proposée par le gouvernement et qu'on élargisse le sujet. Gilles, vous avez été beaucoup cité, hein. Vous êtes habitué. Bien. Alors, on parle de ce programme, transition numérique, salué ici. Il y a peut-être des points faibles, hein. Il s'agirait aussi de le corriger en cours de route. Qui veut nous en parler dans son qui, quand, quoi, où, comment, et dans les 5 ou 6 basiques? Je devine, Cécile Dubarry, que ça vous concerne plus. Parlez bien dans le micro, touchez le menton. Je vais essayer de m'appliquer. Oui, je vais vous en parler. Donc, en fait, on est parti du constat, comme a été expliqué, que le numérique était quelque chose d'important dans les transformations des économies, que c'était un facteur de compétitivité, et que toute l'économie était touchée. Et quand on regardait les PME, les TPE, on voyait qu'elles étaient encore plus en retard que les grands groupes qui ont pu être évoqués tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui, les entreprises entre 10 et 20 personnes, il y a moins de la moitié qui ont un site internet, il y a moins de 10% qui a de la recours de la vente en ligne. C'est des exemples, mais il y a d'autres. Donc vous vous êtes dit, il faut mettre tout ça en tension pour... Exactement. Et donc on s'est dit aussi, un chef d'entreprise, quand il a une PME, une TPE, il n'a pas un spécialiste de la société de l'information, donc il faut qu'il y ait un accompagnement personnalisé. Pour monter ce programme, on s'est appuyé à la fois sur les réseaux publics et parapublics, comme les chambres de commerce et d'industrie, les CMA, les cyberbases et ce genre de choses, les industriels et les consultants. Notre sentiment, c'est qu'il faut une diffusion au plus près et de proximité et que c'est un travail sur le terrain au jour le jour, d'où le recours à ces réseaux de proximité qui sont les seuls à pouvoir porter la bonne parole à travers toute la France. L'objectif, c'est d'avoir 1 millier de conseillers au numérique dans ces réseaux. Donc ils seront des référents dans les départements. Exactement, qui seront des conseillers numériques dans ces réseaux auxquels la PME, la TPE pourra s'adresser pour avoir des conseils. Donc on a 3 objectifs principaux à travers le programme. C'est d'abord coordonner toutes ces actions, après avoir des documents pédagogiques disponibles et après qu'une fois ces conseillers numériques ayant donné les premiers conseils, si la PME veut aller plus loin, qu'elle ait une visibilité sur les personnes, les consultants auxquels elle peut s'adresser. Alors la coordination, comment on l'a fait? Dans chaque région, on a un centre de référence qui va porter auprès des autres personnes dans la région le programme numérique, diffuser l'information et coordonner les initiatives locales. Pour les centres, le document pédagogique, on a plusieurs initiatives. Il y a des documents pédagogiques qui ont été préparés par un comité qui s'appelle le comité pédagogique piloté par le CEFAC, avec des questions très simples, très pragmatiques, du genre comment on fait une facturation dématérialisée, comment on fait un site en ligne, comment on se rend plus visible sur Internet, donc en partant bien des besoins des entreprises, des PME et des TPE. Également sont organisées des conférences par Internet, des webinars avec des thèmes à chaque fois auxquels les conseillers du numérique peuvent se connecter.
Donc voilà, et ça c'est des travaux sur lesquels on a commencé, on a un certain nombre de formations disponibles, il va falloir les compléter pour qu'elles puissent être diffusées auprès de tous ces conseillers qui doivent couvrir toute la France. Le client de ce programme, c'est qui? C'est le chef d'entreprise ou son responsable de, je sais pas quoi, du personnel? C'est le chargé des systèmes d'information? C'est un peu comme il veut, mais en pratique, sur ce genre d'entreprises qui sont assez petites, pour impulser ce genre de transformation, c'est très souvent le chef d'entreprise. Mais bon, c'est pas un prérequis. En pratique, c'est souvent le chef d'entreprise. D'accord. Sur la vision, donc ça a été lancé il y a quelques mois, hein, ce programme. Oui, ça a été lancé par quelques mois. Ça, c'est le côté politique des choses, le côté déclinaison dans les territoires techniques voilà, se met en on place. commence à avoir un certain nombre de territoires, des centres de référence disponibles. On a des offres faites par les partenaires privés disponibles. On commence le référencement, c'est peut-être le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'une fois que l'entreprise est éduquée un peu au numérique, elle veut pouvoir aller plus loin. Et aujourd'hui, un des problèmes du chef d'entreprise, c'est que quand il a besoin d'un savoir-faire particulier, il ne sait pas trop où s'adresser. Donc un des objectifs du programme, c'est d'avoir une liste de prestataires avec les compétences référencées pour qu'ils sachent où s'adresser. Et on a l'objectif, c'est d'avoir un label sur ces prestataires. Un label, d'accord, ok. Donc ça, vous êtes en train aujourd'hui d'identifier les gens qui sont fiables et qui peuvent répondre à ces demandes nouvelles de référencement, d'ergonomie de sites internet, etc. D'accord. Ok. Alors j'ai envie de demander aux garçons qui sont autour de vous, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien lancé, comment bosse l'État? Est-ce que dès lors que l'État est dans quelque chose, aujourd'hui dans cette économie-là, il ne faut surtout pas qu'il montre trop son nez et c'est pour ça qu'on s'associe avec des réseaux? Je peux en dire de vous. Nous sommes d'abord des établissements publics et il y a déjà une dizaine d'années que nous sommes sur ce sujet-là. Nous étions des acteurs du passeport numérique avant et on a fait avancer les choses. On se donne, nous dans les chambres de commerce, actuellement 3 priorités essentielles et qui vont tout à fait dans le sens de ce plan et heureusement que ça va dans le même sens. Le premier, c'est bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner l'envie d'y aller. Et pour ça, on essaye d'utiliser une pédagogie qui est de ne pas commencer à parler de numérique avec les chefs d'entreprise que nous rencontrons, mais de leur parler de leurs préoccupations. Quelles sont vos préoccupations? Vous avez des préoccupations de gestion des ressources humaines, de marketing, des préoccupations de gestion des achats. Et à partir de là, de leur dire, il y a des solutions avec le numérique. Et ça permet de rentrer dans cette première discussion. Donc première étape, l'envie. Deuxième étape, à notre sens absolument fondamentale, c'est ce que j'appellerais, c'est un mot barbare, c'est la clusterisation. La clusterisation, qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est de dire, il faut rompre les habitudes de travail vertical. Le numérique, c'est la société de l'horizontale. Il faut que nous travaillions ensemble. Une entreprise seule, et notamment si elle est petite, elle est extrêmement fragile. À plusieurs, elle devient plus costaud. Ça implique aussi, chez nous, de ne pas travailler tout seul et de travailler avec tous les acteurs qui sont autour, à tous ceux qui sont dans cette préoccupation et de se dire non, c'est moi qui fais, c'est lui qui fait, j'y vais pas, c'est moi qui fais, je veux bien qu'on vienne avec moi. Non, on travaille ensemble. Donc ça oblige aussi de la part de nos troupes à une véritable révolution d'aller vers de l'intelligence collective, du travail collectif. Et pour les entreprises, vous avez certainement quelqu'un avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Et ce quelqu'un, on va essayer de le trouver ensemble. Il habite peut-être très loin de chez vous, ou il est peut-être proche. Là n'est pas la question. André Marcon, quel est l'âge moyen d'un entrepreneur aujourd'hui? Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il ne soit pas nouvelle technologie friendly. La cible est quand même plutôt des entrepreneurs autour de 50-60, puisque c'est là que se trouve la masse des entrepreneurs. Mais ces entrepreneurs ont des enfants et des petits-enfants. Donc pour l'outillage, les petits savent faire et savent leur montrer. C'est dans leur tête que ça doit se passer. N'ayons pas trop de problème de se dire ils n'oseront pas ouvrir un ordinateur. Le troisième point, pour nous qui est absolument important, c'est aussi de favoriser l'accès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes simplement des militants de la cause qui essayons de convaincre les uns et les autres qu'il faut aller vers ce numérique. Mais derrière, il y a des tas de spécialistes, il y a des tas de sociétés qui sont capables de donner un coup de main en fonction du besoin de l'entrepreneur. Et c'est là que nous devons, nous, et on essaye de faire ça, avoir
toutes les adresses, tous les réseaux de tous les gens qui peuvent se mettre au service de l'entreprise, parce que on ne fait pas ça tout seul. Et là, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure de la technologie ou des techniciens, mais là, dans l'acte demain de l'entrée du numérique, on a besoin des sociétés de conseil, on a besoin des SSI qui soient capables d'aider l'entreprise à faire. Donc, donner l'envie, clusteriser et favoriser l'accès à tout ce qui est autour du numérique, et on a beaucoup de moyens autour de nous. Messieurs, sur Moi, je peux peut-être parler ce programme, mais au-delà de ça, l'intention, quelles sont les recommandations que vous formulez? Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je représente les industriels, j'ai cette chance, donc les professionnels de l'IT. Une chose importante, c'est qu'on voit ça de façon un peu manichéenne, on pense que ces gens sont là uniquement pour vendre et défendre leurs solutions. Eh bien, en fait, non, il y a vraiment une intention un peu citoyenne de contribuer à ce programme en apportant la compréhension des usages, en accompagnant les réseaux consulaires qu'a évoqué Mme Dubarry. Voilà. Donc il y a vraiment une vocation pédagogique, éthique de la part des professionnels de l'IT. D'accord, ça c'est un engagement vis-à-vis des entreprises et des porteurs du programme. Ouais. La recommandation que vous formulez pour que collectivement vous réussissiez, c'est quoi? Je pense qu'il faut un engagement politique encore plus fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle encore plus souvent de ce programme. Et je sais que la ministre l'évoque souvent, mais ça doit être vraiment le vaisseau amiral un petit peu de cette évangélisation globale du pays sur le numérique. C'est bien d'avoir un message, un programme, Okay. et ça, il faut le défendre. Laurent, Gilles, de quoi vous rêvez en termes d'affichage politique comme ça? C'est quoi? C'est soudain, François Hollande se saisit d'un mulot et va à San Diego, et je ne sais pas, quel est l'acte de communication dont vous rêvez? Je pense qu'on ne peut que approuver tout ce qui vient d'être dit, et ce micro va se mettre à marcher, magique. Ce qu'on observe dans les autres pays, les pays qui ont réussi, donc les pays qui ont une transition numérique extrêmement forte, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est extrêmement intéressant de regarder la Suède, la Finlande, dans une moindre mesure la Slovénie, la Lituanie. L'entraînement, c'est l'État. Je sais que pour certains, c'est curieux à entendre, mais le facteur d'entraînement, si en tant qu'État, vous dites, bah, écoutez, à partir de telle année, moi, je ne ferai plus que de la facture dématérialisée, les déclarations de TVA, vous aurez 5 jours de plus si vous les faites en ligne, tout le système paritaire, les charges sociales, etc., on y passe aussi. Vous avez une raison extrêmement valable pour un chef d'entreprise de venir à ça. Alors évidemment, je ne sais pas si l'État est représenté ici, pas exactement, mais je crois que le message qu'il faut faire passer, c'est que dans une période où on est extrêmement contraint financièrement, c'est absolument essentiel et déterminant, ça va changer la structure de ce pays, d'investir dans l'informatique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on modernise la fonction publique de façon massive là-dessus. Et le travail qui est évoqué doit être fait, il est nécessaire, il est indispensable, il faut aller à la rencontre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, mais je crois que pour le faire, et quand même pour être très souvent en contact d'entrepreneurs, peut-être pas autant que vous, monsieur, qui êtes dans une chambre de commerce, je constate que c'est des gens qui sont contraints de façon extrêmement forte par le quotidien et qui, s'ils n'ont pas une raison concrètement valable de faire cette transition, eh bien, ils mettront ça dans le bas de la pile et ça ne sera pas fait immédiatement. Est-ce qu'on peut imaginer, André Marcon ou vous autres, une mise en valeur au sein des départements, tout simplement, on va raisonner à cette échelle, des entrepreneurs du numérique ou des champions du numérique? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans une chambre de commerce, en termes d'affichage, on donne une place, on valorise de façon plus active ceux qui sont dans les best practices numériques digitales ou qui ne vivent que de cette économie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut imaginer de... Voilà, il y a les entrepreneurs et les entrepreneurs du numérique à côté. Ça se fait déjà, mais on pourrait peut-être le systématiser, c'est peut-être pas bête, et que dans le cadre du programme, on pourrait peut-être trouver quelque chose. Mais je ne sais pas si vous avez vu, c'est un des derniers numéros de Challenge. J'ai été extrêmement surpris. Ils ont sélectionné au milieu de 100 start-up de tout niveau françaises. Mais je n'ai pas fait le calcul. Mais sur 100 start-up, je les ai pratiquement toutes lues. Sur 100 start-up, il doit bien y en avoir 80 qui étaient complètement liés au numérique. Donc on voit bien, on choisit, on dit c'est des start-up,
liées au numérique d'une façon ou d'une autre. Hein. Liées au numérique, elles ont pu mettre en place leur activité grâce au numérique. Donc c'est bien là, et c'était les 100 meilleurs sélectionnés. Et toutes des très petites entreprises. Hein. Je vous en prie, tous les deux. À droite d'abord et puis à gauche en haut. Oui, je voudrais dire une chose et revenir sur les facteurs clés de succès. Moi, j'ai une trentaine d'années d'activité professionnelle et auparavant dans des compagnies aériennes. Et j'ai été directeur du marketing d'Air Inter et puis DGA d'Amadeus France, donc sur les systèmes de distribution. Un des facteurs clés de succès dont on ne parle jamais, c'est certes la mobilisation, c'est certes les réseaux, tout ça est indispensable, les applicatifs, mais c'est la maîtrise des contenus, la pertinence des contenus, la mobilisation des contenus que l'on a sur le numérique. Et beaucoup des projets parfois échouent, non pas sur la technologie, pas plus sur la mise en œuvre ou le développement, mais sur l'absence des contenus, l'absence des datas, comme le disait Gilles tout à l'heure, l'absence de la pertinence de ces contenus. Et les entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises non numériques ne peuvent réussir en réalité cette transition sans de l'investissement. Et cet investissement n'est jamais consenti a priori, il est consenti a posteriori. Et je pense que c'est une des faiblesses fondamentales que nous avons aujourd'hui dans les projets de start-up, c'est qu'on finance tout le reste, puis à la fin on se dit « Ah mince, les contenus ». Ça va jusqu'à une chose dans le tourisme, hein, c'est que les traductions, par exemple, sont minables. Et que donc, ça passe pas la tuyauterie parce que ce n'est pas compréhensible du client final. On ne met pas le client final, au fond, au cœur de la décision. On met, ça, c'est la base du marketing dont vous êtes un... Exactement. Et ça, c'est indispensable. Jacques Setton. Oui, je voudrais rajouter qu'il y a un facteur de succès complémentaire qui est non négligeable, c'est celui de l'accompagnement au changement. Cet accompagnement de changement, on a déjà épilogué un certain nombre de fois en disant qu'il y a une transition à faire, il y a un aspect culturel, il faut s'y mettre, il faut pouvoir s'élancer, etc. Mais ça ne se passe pas, comme on dit en anglais, overnight, hein, c'est-à-dire d'un coup. Et donc c'est un processus qui est quand même relativement soutenu et qui doit être accompagné. C'est la raison d'implication et c'est l'idée que nous avons eue de proposer justement à ce qu'on travaille le volet des consultants privés, en complément de ce que Mme Dubarry a dit tout à l'heure sur les centres de ressources et les consultants du numérique au numérique public, de façon à assurer cet accompagnement. Ce que nous faisons dans le programme, sur ce volet-là, le volet des consultants privés, c'est que nous avons défini 4 étapes pour arriver à mettre en place cette structure. La première, c'est de définir une charte des consultants privés du numérique. Cette charte, c'est censé crédibiliser leur intervention et surtout encadrer leurs prestations de façon à ce qu'il y ait une relation de confiance. D'accord, deuxième item. Deuxième item, c'est l'aspect de développement de la cartographie des besoins des entreprises. Tout à l'heure, du côté des chambres de commerce, on a dit qu'effectivement, il est important de comprendre quels sont les besoins et les usages. Donc on a défini une cartographie et à ces cartographies, on fait correspondre des compétences. Combien il y a de besoins aujourd'hui identifiés Alors on a identifié 7 catégories de besoins et un 8e qui est transversal, qui est en fait tout l'IT, tout le support technique d'infrastructure. Troisième niveau, c'est l'aspect de référencement. Donc là, on travaille avec, bien sûr, la DG6, avec les centres de ressources, et c'est sur le point de démarrer dans les jours qui viennent, de définir un annuaire dans lequel on serait représenté. Et enfin, le dernier volet, c'est la labellisation. Et nous avons dans nos réseaux des canaux qui nous permettent de définir justement une labellisation de consultants privés dans ce domaine. Cécile Dubarry, vous évoquiez cet objectif de 1000 référents dans les départements, mais au-delà de ça, quel est l'objectif à travers cela? C'est 100 000 formations de chefs d'entreprise dans les 3 ans. Quantifiez-nous cela, on sait que c'est de plus en plus fréquent dans l'action publique. Alors, au-delà des conseillers, du nombre de conseillers numériques, c'est un débat qu'on est en train d'avoir au sein de l'instance de concertation qui recouvre tous les partenaires pour se fixer des objectifs. D'abord pour suivre l'évolution, d'abord quels sont les indicateurs pertinents et se fixer effectivement des objectifs, mais on en est au début du programme. Donc c'est un travail qui est en cours aujourd'hui. D'accord.
Alors de quoi on peut parler de plus là? On avance un peu, le programme c'est vu, c'est fait. Le chef d'entreprise, on devine, alors il va y avoir des problèmes générationnels, alors c'est peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ils vont avoir aussi à trouver des successeurs, et ça je sais que c'est une des grosses préoccupations des chambres de commerce. Vous êtes Madame Pellerin, Fleur, en ce printemps numérique, vous êtes un autre ministre, vous êtes peut-être un autre acteur du champ économique et social. Quelle est la décision que vous prenez pour faciliter, accompagner ce programme et au-delà de ça, voilà, nous mettre du numérique un peu partout, et je commence à en avoir marre de parler du nom. D'ailleurs, il faudra un jour m'expliquer quelle est la différence entre numérique, digital. Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair dans mon esprit. Voilà, qui veut être ministre? Je pense que le message, et merci de le présenter de cette façon-là, c'est de dire la France entre dans sa 4e récession depuis 1945. 3 ont lieu dans les 20 dernières années. Donc, et les 2 dernières ont lieu dans les 10 dernières années. Donc il y a le cycle s'accroît. Et je crois que ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la seconde révolution industrielle qui a commencé en 1870 est en train de se terminer. C'est fini. C'est-à-dire que le processus de production qu'on a connu se referme et aujourd'hui on rentre dans une autre forme de société qui n'en est pas moins industrielle. Il y a encore de l'industrie dans la création de valeur aujourd'hui, mais c'est une société qui est clairement aujourd'hui conduite par la société de la connaissance. C'est-à-dire le fait de pouvoir rapidement avoir des cycles d'innovation qui se succèdent. On n'est plus dans le temps du cycle long qui a vu l'apparition d'Airbus, des grands acteurs industriels dont on parle beaucoup en ce moment. Et cette dimension-là, elle n'est pas comprise par le pouvoir public. C'est très clair. Moi, je peux vous le dire, c'est un peu abrupt de l'affirmer comme ça, mais on a un outil institutionnel d'État, on a des grands corps qui sont construits pour la société industrielle. Et je crois que ce qu'il faut, c'est changer de modèle et rentrer dans l'organisation d'une société qui corresponde au monde, à l'univers dans lequel on vit. C'est un système d'éducation qui soit différent, un système d'organisation de l'État, des institutions qui soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus tourné vers le citoyen, où les citoyens sont plus face à l'État, mais au cœur de l'État. Et ces dimensions-là, je crois qu'il faut s'inspirer de ce qu'on regarde dans le monde. L'Islande vient de réformer sa constitution en ayant un modèle coparticipatif. Donc ce sont les citoyens, vous, moi, qu'on fait cette constitution. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'on doit faire demain en France. Je dis juste qu'il existe tout un tas de choses absolument extraordinaires qui existent de par le monde, dans les pays développés, dans les pays en développement. Et je crois qu'il faudrait que chaque jour, on puisse être mis en face d'un de ces exemples et certainement on parviendra à changer beaucoup plus vite le modèle de société et à s'extraire de cette crise dont laquelle on ne s'extraira pas si on reste dans ce modèle. Christian Delon, André Marcon, Jacques Souton, Laurent Ponténier, vous êtes Fleur Pellerin, qu'est-ce que vous faites de plus? Bien, moi, je ne peux qu'abonder parce que quand on vient du secteur du tourisme, on a vécu toutes ces frustrations. Vous représentez 7% du PIB, 1 million d'emplois directs, 1 million d'emplois indirects supplémentaires, 12 milliards de contributions à la balance des paiements en net, c'est-à-dire une bonne partie de l'amortissement du déficit commercial, et au fond, vous n'existez dans le cœur de personne. Et le numérique, il ne faudrait pas qu'il soit mangé à la sauce touristique. Oui, c'est le destin. Voilà. Est-ce que vous ne considérez pas avoir réussi aujourd'hui à être reconnu dans la valeur que vous apportez au PIB? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grand groupe touristique qui pèse. Et qui pèse en lobbying, si vous voulez, d'une certaine façon. Et dans le numérique, vous voyez ça? Et dans le numérique, c'est un peu vrai aussi. Donc, tant que vous n'avez pas un acteur qui arrive à avoir son poids pour emporter une décision politique, vous avez une grande difficulté, effectivement, à l'imposer, y compris à la population, qui ne la comprend pas du coup, parce qu'elle ne voit que ce qui est gros, le CAC 40. Alors on a plusieurs experts du tourisme, effectivement, cette pointe peut être intéressante à radiographier. Monsieur Delon, vous êtes d'accord avec ce que disait tout à l'heure, symboliquement, donc l'éviction de Denis Hennequin, je crois, du patron d'Accor, défaut de stratégie digitale, c'est votre secteur, c'est aussi simple, et deuxièmement, est-ce que vraiment ça dit quelque chose? Bon, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Il doit y avoir des raisons propres à la rentabilité. Donc, ce n'est pas à moi ici à commenter une décision d'un conseil d'administration et de propriétaire. En revanche, ce qui est parfaitement vrai, c'est que la digitalisation
s'imposera, et de toute façon s'imposera à tous les comités exécutifs de France et de Navarre. C'est pas une option. C'est pas le truc du DSI ou bien le truc du mec du marketing. C'est toute l'entreprise, c'est la DRH qui doit s'en saisir. Ok, je suis le père de 2 enfants de 17 ans, 18 ans. Je leur dis, tu sais, le digital, il y a de l'avenir là-dedans. Quel est le métier que vous leur suggérez d'endosser pour être au service des PME demain plus efficacement? Quel est le métier aujourd'hui à inventer ou qui existe déjà, qui sera fort utile à ces TPE? Eh bien, je crois que si j'étais ministre, je leur dirais, je ne sais pas le métier. Parce que je n'aurais pas cette prétention-là. Par contre, je leur dirais, nous sommes en train de vivre quelque chose qui est incontournable, c'est la perte de nos emplois industriels. Mais ce n'est pas la peine de se dire, on va les conserver, ce n'est pas possible. Mais demain, préparons cette révolution vers de nouveaux emplois. Et c'est justement là qu'on ne peut pas dire quels seront les nouveaux emplois. Mais c'est d'aller dans cette révolution, et ça a été très bien dit, il faut aller dans cette révolution, il faut la préparer, il faut l'ensemencer dans l'esprit du public que nous allons vers une autre ère et qui ne passera plus par le fleurissement du secondaire que nous avons connu après la guerre. J'ajouterais modestement, si j'étais dans cette position, Celle de ministre ou de père de 2 enfants? Oui, ou père de 2 enfants. Je partirai selon la théorie par l'exemple. Quelque chose que j'ai appris dans le monde anglo-saxon. Je ne peux convaincre quelqu'un d'autre à suivre une recommandation que si je me l'applique à moi-même d'abord. Ça, c'est capital. Et dans le monde anglo-saxon, ils réussissent, à part l'aspect culturel, qui peut aussi changer de géographie en géographie, mais ils réussissent bien parce qu'ils s'appliquent à eux-mêmes d'abord les principes et ils servent d'exemple pour encourager, un petit peu comme du marketing viral ou de la technologie virale, en disant « Ah ben tu le fais toi-même, ah ben alors c'est que ça doit marcher, alors explique-moi et je vais le faire aussi. » Et je suis dans l'empreinte. Ça, c'est capital. C'est pour ça que je pense que quand Gilles Babinet disait tout à l'heure le fait qu'il faut moderniser encore plus et plus rapidement les services de l'État, c'est capital. Parce que comment voulez-vous qu'un prestataire ou qu'un représentant de l'État vienne voir une entreprise en disant « mais prenez de l'avance, lancez-vous dans le numérique, si moi je n'y suis pas, il y aura un problème de crédibilité, il y aura un écart fondamental. » Et ça, il faut arriver à le vaincre. Et si on arrive à vaincre, si j'étais dans quelques pyramides, quelles qu'elles soient, je chercherais à faire valeur d'exemple. C'est capital. Nos élus locaux, et on termine là-dessus, ils sont dans la salle. Demain, ils voient le dirigeant à Estrée-Saint-Denis d'une petite entreprise de négoce de pièces de métallurgie à l'échelle européenne. Cet élu local rencontre ce chef d'entreprise. Sur notre thématique du jour, qu'est-ce qu'il doit lui dire? T'en fais partie? T'en es où? Voilà. T'as acheté un nouvel ordinateur? T'es au courant de ce programme par ta chambre de commerce? Je vois Yves Rome qui lève les yeux en se disant mais ces journalistes, c'est vraiment des questions débiles. Demander l'avis d'un élu, c'est ce qu'il souhaiterait dire, mais avant de dire fais ci, fais ça, peut-être qu'on pose la question, qu'est-ce que vous faites, enfin, peut-être d'abord sur le mode interrogatif, où vous en êtes, qu'est-ce que vous en pensez, plutôt qu'être sur le mode prescriptif qui est jamais très bien, accueilli. Certes, je serais d'accord. Surtout des élus. Je serais d'accord. C'est la démarche du conseiller, du consultant. La première chose qui va dans une entreprise, c'est pas est-ce que tu as le dernier Google, est-ce que tu as l'iPod, etc. S'il commence comme ça, c'est terminé, la porte se ferme. Ou à la limite, il est avec un geek qui ne s'intéresse qu'à ça, mais pas au business. Ce qui est important, c'est de faire l'état des lieux. Quand on fait un état des lieux, on sait exactement le cheminement. D'où vient l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle a fait jusque-là? Qu'est-ce qui serait le delta que l'on pourrait proposer pour mettre en œuvre de façon à ce qu'ils avancent d'un cran? Et c'est comme ça, de cran en cran, on arrive à franchir des grands obstacles. Alors, suggestion double, j'ai 2 oreilles, ça tombe bien. Qui veut souhaiter, voilà. Bah, alors, non, on va vous entendre après, vous. Bon, allez-y alors. Oui, très, très vite, comme je suis élu, et je le dirai tout à l'heure, je suis élu au développement économique, vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne. Donc je pense qu'à cette question-là, je crois que le rôle des élus dans le développement, c'est un rôle d'accompagnement et de créer les bonnes conditions de développement des entreprises. Donc je commencerai par lui dire effectivement les dispositifs, les aides
comment on peut les accompagner. Et donc je pourrais en dire quelques mots tout à l'heure. Je sais qu'en Seine-et-Marne, par exemple, nous avons créé une marque qui s'appelle Digital 77, avec la CCI, donc Conseil Général et CCI, pour accompagner les entreprises. Et donc on a un certain nombre de dispositifs sur le numérique, un dispositif qui s'appelle e-transformation, qui permet de les accompagner, mais non seulement par de l'argent, mais aussi avec des aides, des consultants qui permettent d'accompagner l'entreprise dans la définition de ses besoins. Voilà, mais on pourra montrer aussi qu'on a fait tout ce qu'il fallait au niveau de l'infrastructure maintenant et qu'on peut travailler en commun. Donc je crois qu'on a des réponses. Merci monsieur du 77. Pierre Aigrier de la Lozère. 60 secondes, ici est tenu. Ça marche là? Il marche, oui. Bon, on a de faire très court. Donc très court. Une pensée de Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Deux choses qu'ont dites Yves Rome ce matin, d'une part l'égalité des territoires et la création d'un cadre de confiance, et une chose qui a été dite par André Marcon, mais pas ce matin, à Marvejols en 2002, notre principal risque aujourd'hui est de sous-évaluer nos besoins de demain. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé depuis 2002 et on a compris. Si on se projette à 2020, je dirais qu'actuellement, notre problématique, infrastructure et usage, c'est un immeuble. C'est un immeuble, les usages, ce sont les étages et les appartements, et on ne les connaît pas. Ils sont infinis. Raison de plus pour faire des fondations solides, c'est-à-dire des fondations en fibre optique jusqu'à l'abonné pour tout le monde. L'égalité des territoires, je renvoie à un petit papier que j'ai fait dans mon blog Les Webs du Gévaudan, services publics tous égaux, pour dire que l'égalité des territoires, c'est les services publics. Avec les services publics électroniques, on peut être tous égaux. Le cadre de confiance, j'ai fait aussi un papier qui s'appelait La fin d'un tabou, pour dire le réseau de cuivre, c'est fini. Et espoir de confiance, aujourd'hui, il y a des éléments très positifs, mais il y a un élément fort négatif, c'est qu'on n'a pas encore décidé de commencer à fibrer la France par ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les ruraux. Et je prendrai comme exemple, non pas, je lance pas un SOS, mais un SES, santé, éducation, services de proximité. C'est dans la ruralité qu'on en a le plus besoin, et on a la possibilité de, comment dirais-je, de faire des réunions publiques sur un sujet qui concerne tout le monde, la santé, et dans lequel nous avons beaucoup de choses à faire, et les talents français en particulier pourraient créer beaucoup de choses et innover dans ce domaine. Merci. Excusez-moi, j'ai dépassé un peu une minute. Voilà, vous êtes récompensé de cette diligence. Qui souhaite éventuellement, je sais que c'est un peu à la hussarde et qu'il y a encore des gens malheureusement après qu'on doit faire parler en estrade. Est-ce qu'on peut poser un petit... Non, parce que j'aimerais mieux entendre notre auditoire, mais... On avance ? Je suis là pour poser un petit peu vos questions aussi. Messieurs, je vous propose, vous allez descendre de cette estrade. Je pense qu'on a envie de vous applaudir. Merci, bon courage dans vos...